publié Voyage en sol incertain, enquête dans les deltas du Rhône et du Mississippi aux éditions Wild Project. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le contexte et l'histoire du projet qui a donné lieu à ce livre? C'est un projet effectivement un petit peu emberlificoté puisqu'il procède d'abord d'une enquête. En fait, c'est une série de résidences. Une première résidence en Louisiane en 2015 de 2 mois qui me permet de faire un travail d'enquête essentiellement photo, vidéo sur les questions qui me préoccupaient alors. Elles étaient de divers ordres. Il y en avait une qui est au cœur de ce livre, qui est la question du rapport du delta du Mississippi avec ce fleuve qui a été anthropisé et artificialisé. Et puis, totalement lié à cette question, il y avait cette interrogation en 2015, été 2015, sur la Nouvelle-Orléans qui, de façon assez étrange pour moi, commémorait sa catastrophe, commémorait Katrina. Puisque Katrina, l'ouragan, c'est août 2005. Et donc en 2015, il y a cette commémoration, et je me dis, mais comment une ville peut-elle commémorer sa propre catastrophe? Qu'est-ce que ça signifie? Donc c'est avec cette interrogation que je pars là-bas, initialement avec l'idée de faire un film. Et je reviens notamment d'ailleurs avec un projet d'installation vidéo que je réalise et qui sera installé juste avant la COP 21 au Collège de France. Donc qui est une installation en vidéo qui montre cette contradiction entre ce territoire très fortement altéré et puis une sorte de bacchanal, une sorte de fête, mais en même temps qui est une fête protestataire, avec des gens qui disent très clairement nous ne voulons plus être les résilients de l'Amérique. Et donc ça me marque énormément. Et au retour des États-Unis, j'avais déjà induit, connaissant le territoire du delta du Rhône, Marseille, tout ça, j'avais déjà induit toute une série de comparaisons. Je me suis dit, il faut que je vérifie ça. Et donc, je fais une résidence là, accueillie par la Marelle, de 2 mois aussi, où je continue mon protocole d'enquête, avec à peu près les mêmes grilles de lecture, mais toujours en plus feutré. On n'est plus dans le grand paysage américain, mais on est dans des configurations géologiques, des configurations industrielles aussi, où il y a écosystémique, où il y a beaucoup de rapprochements qui me viennent, et ça commence à devenir un projet d'écriture. C'est là que je commence à en faire un projet d'écriture alternée entre les deux deltas, delta du Rhône et delta du Mississippi. Mais encore fallait-il trouver le fil rouge qui allait me permettre d'en faire un récit, quoi, une œuvre littéraire, d'entrer en littérature. Ça, c'était pas facile de passer d'une approche extrêmement fouillée, savante et documentaire à une approche, à ouvrir une approche littéraire. Je lis dans la quatrième de couverture, une enquête composée de 31 récits placés sous le signe de 31 espèces animales et végétales entre le delta du Rhône et le delta du Mississippi. Les existants qui guident le narrateur, effectivement, sont soit des animaux, soit des végétaux. J'ai d'abord employé la dénomination latine pour chacune des espèces pour essayer d'avoir effectivement une sorte de pulsation continue, en tout cas, ou de dénomination des fois un petit peu énigmatique pour le lecteur. Et donc ces existants, c'est eux qui me permettent, c'est ces guides-là qui me permettent de transformer une démarche d'enquête anthropologique, paysagère, nourrie de beaucoup de lectures, beaucoup de documentation, tout ça, qui me permettent d'abandonner, de dépouiller ce fatras d'informations. Donc c'est toujours extrêmement informé, mais par contre, tout l'appareil documentaire a été laissé derrière, euh, en ultra cave en fait, d'un récit qui est un récit de sol. Donc le fil continu, c'est que sont ces sols contemporains de delta de deux grands fleuves travailleurs. Le fleuve travailleur, c'est une expression d'Élisée Reclus, c'est-à-dire qui charrie beaucoup de limons. Et donc le Mississippi notamment, l'un de ses affluents c'est le Missouri, c'est la rivière Rouge, c'est la rivière très limoneuse. Et pour le Rhône c'est aussi un fleuve
travailleurs qui charrient beaucoup d'érosion, beaucoup de limon. Et la communauté qu'ils ont, c'est qu'effectivement, ils ont été désolidarisés par l'action des humains, ils ont été désolidarisés d'une certaine porosité entre leur territoire deltaïque et ce qu'ils sont, des pourvoyeurs limoniques, des pourvoyeurs de vie et de nouveaux sols. Donc que deviennent des territoires qui n'ont plus, qui ont été gagnés sur la mer, qui sont des territoires géologiquement très jeunes, qui ont 10 000, 15 000 ans de progradation sur la mer. Et donc ce sont des territoires extrêmement jeunes qui sont constitués de couches sédimentaires assez meubles. Qu'est-ce qu'ils deviennent quand il n'y a plus de sol nouveau, quand il n'y a plus de sédiments? Et en quoi cette absence du legs, d'un patrimoine de la terre, d'un patrimoine finalement de toute une aventure géologique qui précède très largement, en quoi cette absence de legs peut être éclairante d'une situation qui est celle des contemporains, qui est la nôtre, où d'une certaine façon, le sol qui se dérobe sous nous, qui se tasse sous nous, c'est une situation quasi planétaire, en fait. C'est une situation. C'est de ça dont on est en train de pâtir. Un oubli du sédiment. Voilà. Et donc, ces territoires qui ne sont vivants que parce qu'il y a eu ce dépôt limonique relativement récent et qui sont d'une extraordinaire richesse, avec des zones lagunaires, avec une biodiversité considérable, toujours considérable. Pour moi, c'était des sortes d'archipels métaphoriques d'une situation contemporaine, presque philosophique. C'est qui sommes-nous qui avons perdu, que nous avions un sol, quoi. Voilà. Je voudrais revenir juste sur cette opposition entre l'anthropisation des sols et au contraire la géologie. Pour vous, quelle espèce de contraste se fait entre justement l'extractivisme capitaliste, oui, comme vous dites, et puis l'empilement, l'entassement des archives sédimentaires, etc. Ouais. Ce que vous appelez le bruit de fond géologique par rapport à nous, ce qui est notre histoire visible, non sous-jacente. L'un des enjeux qui devient vraiment enjeu artistique, littéraire, c'est comment on arrive à articuler des plans de temporalité qui sont très différents. Alors d'une part, il ne faut pas replier le temps long sur notre temps sensible d'existant limité, c'est-à-dire nous faire prendre en sandwich dans ce temps long et nous ramener à notre infime situation. Ça, c'est pas un geste que je voulais faire. Je voulais pas juste mépriser finalement les Homo sapiens comme étant un homoncule. Voilà. D'un autre côté, évidemment, il ne fallait pas faire le geste altier de la contemplation des siècles. Voilà, comme si nous avions de façon infuse finalement cette considération sur ce grand temps para et préhistorique qui nous précède et qui structure le paysage. Mais il faut quand même rendre compte donc articuler des plans temporels et en même temps rendre compte de quelque chose qui a lieu effectivement dans nos appareils sensibles, qui est le sentiment géographique. C'est-à-dire à un moment donné, il y a des territoires où nous sommes devant quelque chose qui se passe, qui est un phénomène naturel, entre guillemets, mais il y a un phénomène paysager, mais qui va nous ancrer et nous situer sur la carte du monde. Je préfère le sentiment géographique à ce qu'on appelle le sentiment océanique. C'est le sentiment vraiment géographique, mais où il y a le graphène, c'est-à-dire l'emprise, l'écriture. À un moment donné, on est dans l'écriture des sédiments du cerveau du monde, là, comme dit Walt Whitman. On devient sable, on devient
le Potomac en devient, comme Walt Whitman, il devient le Potomac, il devient le morceau de bois lissé par l'écume, échoué sur le sable. Quand on contemple le Mississippi, à un moment donné, on devient ça. Et il se passe quelque chose, alors j'ai peut-être un tempérament un petit peu de métaphysique un petit peu lamnisienne, mais il se passe quelque chose où, à ce moment-là, il y a le discret rencontre la grande peinture. La gouttelette d'eau dans la vague, on arrive plus ou moins confusément, comme dit Leibniz, à la discerner comme faisant partie de l'énergie de la vague. Et cette goutte d'eau qui vient de moraine, du Pléistocène, tout en haut des États-Unis, eh bien cette goutte d'eau, elle passe devant moi à un moment donné. Et donc, pour sentir ça, déjà, ça, il arrive que nous le ressentions. Maintenant, pour le décrire et pour le faire entrer comme une sorte de thématique, de va-et-vient, d'articulation finalement dans le récit, là, encore une fois, il faut des médiateurs ou des traducteurs de ces situations-là qui vont m'aider à changer de plan, à faire des évocations du temps long dans un temps vécu. Et voilà, et donc un bousier, un roseau peut m'aider à faire ça, à articuler en fait des récits la grande durée brodélienne avec quelque chose qui est ramasser des cailloux sur la plage. On est en Méditerranée, on collecte des... Voilà, mais on a cette grande durée, ce bruit de fond géologique, cette grande durée qui est là, qui dit ce qu'est ce paysage. Et donc justement, je vais prendre ces deux exemples parce qu'ils sont particulièrement beaux dans le texte. Donc ce narrateur qui regarde passer les camions sur les autoroutes et puis d'un coup ce regard qui se focalise sur la fourmi moissonneuse, celle qui en fait fait son petit travail graphique d'ensemencement en faisant sa récolte de moisson. Et puis en effet les aménagements rigides près de Fos-sur-Mer et puis le bousier qui lui-même travaille la terre. Enfin, là encore on a ces changements. Et donc c'est ce que peut-être vous appelez dans l'introduction du texte la cure de vision, cette espèce une possibilité de mutation de la question esthétique par rapport à la question contemporaine, de cette double focale ou ce vertige entre les différentes temporalités ou différentes géographies de la vision. Oui, parce que alors encore une fois, on est sur des choses qui sont telles quelles, qui ne relèvent pas du grand événement. On est effectivement sur des bruits de fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement des choses un petit peu labiles. On pourrait parler de grands cataclysmes, de grandes figures sublimes, volcaniques, comme étant finalement propres à décrire l'époque que nous vivons, le réchauffement climatique, les choses qui sont tout de suite et vous arrivant très fortes. Voir les sols s'écrouler. Oui, c'est ça. On est tous un petit peu saisis de ce sadisme de celui qui va inonder une fourmilière pour contempler le spectacle. Et donc on se dit, à grande échelle, qu'est-ce que ça peut faire d'aller voir des paysages altérés, des paysages dévastés, et de se dire, bon ben voilà, je vais contempler une œuvre sublime, fût-elle toxique. Et effectivement, le parti pris que j'ai, je nie pas qu'il y ait des événements catastrophiques qui relèvent vraiment de l'acmé catastrophique et où il peut y avoir quelque chose comme du sublime toxique. Mais moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est des points de... La cure de vision, elle est pour essayer de saisir des choses plus ténues, plus d'arrière-fond, et qui pourtant sont totalement structurantes dans la façon dont nous, comme je le dis, nous conspirons à devenir des fossiles, des sédiments. Mais un petit peu malgré nous, sans trop le savoir. Et donc, ce qui m'intéresse du point de vue esthétique, c'est d'arriver à saisir comment le paysage ne devient autre chose qu'une scène, qu'un décor, ou qu'une illustration d'une manifestation sublime de la nature, ou bien de la puissance des humains.
Ce qui m'intéresse, c'est comment il devient une forme agissante, pas nécessairement spectaculaire, une forme agissante avec ses potentialités, ses capacités de produire de l'action dans les récits des existants, des humains, des autres êtres. Et je crois qu'il y a besoin de forger une esthétique pour dire ça. Alors pour l'instant, elle est un petit peu introuvable. On est tous un petit peu dans le domaine du nature writing ou bien de l'esthétique environnementale. On est tous un petit peu en train de chercher ce que peut être cette esthétique qui ne soit pas simplement une esthétique de la nature, ni une esthétique romantique, ni une esthétique du sublime, une esthétique classique du paysage. Comment on peut continuer à garder cette valeur éminemment culturelle de ce qu'est une œuvre paysagère, une forme paysagère. Il n'y a paysage que parce qu'il y a culture humaine pour contempler ce paysage. Et en même temps, de donner droit finalement à toutes les forces structurantes de ce paysage, qui sont des forces anthropiques, qui sont aussi des forces envahissantes, et qui sont aussi des forces sublimement laides. La photographie de couverture de mon livre, c'est les bouts rouges de Gardanne. Donc vous avez ces déjections industrielles extrêmement rouges, avec une forêt qui est complètement altérée, polluée au dernier degré par ces déjections industrielles. Alors donc c'est un très beau rouge, mais comment le définir comme étant un des acteurs finalement de l'histoire des sols, et faire avec, et le rehausser esthétiquement, arriver à trouver une esthétique de vie qui soit une esthétique parmi ces ruines, ces ruines du capitalisme, de l'extractivisme, de toutes ces friches polluées. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup dans la réflexion sur les communs, c'est qu'en général, tous les philosophes qui discutent sur les communs ne parlent que des biens communs. Ils ne parlent jamais en fait des mal communs, en fait de toutes les toxicités que nous avons en communauté, en partage, et sur lesquelles il y a une réflexion aussi à produire sur que sont ces communs-là. Et en travaillant la question des sédiments, c'était ça que j'avais envie de dire aussi, c'est que l'enjeu esthétique, c'est aussi d'arriver à qualifier ce qu'est ce sol commun en tant qu'il est altéré, et pas simplement en tant qu'il était une Arcadie qui a précédé l'altération, une nature, mais c'est en tant qu'il est altéré aujourd'hui. Quelle est cette commune, quel est ce sol commun sur lequel on doit vraiment réfléchir autrement que par des catégories de gestion de crise et de gestion des conséquences de désindustrialisation et tout ça, tout un ensemble de réflexions qui sont très utiles, mais qui ne veulent pas, en tout cas, qui pour l'instant ne considèrent pas l'ontologie propre à cette part maudite. Bataille, il avait dit, ouais. Bataille, il avait compris ça, mais voilà, que sont ces communs qui sont des communs malpropres, impropres, malpropres, maudits, altérés. Oui, c'est vrai que même le droit de l'environnement ne considère que les bénéfices de ces lieux naturels, les bénéfices des forêts. On est sur les notions de ressources écosystémiques, de biens. Voilà, on parle encore une fois de biens au sens du droit latin, des biens. Quoi. Quand j'ai lu ce livre, j'ai vu une espèce de contraste entre deux types d'approches géologiques. Bien sûr, celle de Buffon sur les catastrophes de l'histoire de la Terre. Et cette histoire étant finie pour Buffon, et maintenant c'est l'histoire des hommes. Et puis Lyell, cette idée que les causes qui ont fait la Terre sont encore actives en ce moment. Ouais. Ce sont les mêmes petits mouvements insensibles d'un temps énormément long. Ouais. Et dans votre livre, on voit un tout petit peu les deux. Il y a cet effet, bien sûr, qu'il n'y a pas eu de césure et on ne peut pas être dans un temps humain. L'histoire continue par en dessous, elle continue... On ne devrait pas s'en détacher. Et puis à côté de ça, il y a ces possibilités encore de catastrophes que vous évoquez parfois, souvent.
Donc qu'est-ce que, entre ces deux visions, Mm. la géologie pour vous c'est plutôt de l'uniformitarisme à la Lyell ou du catastrophisme à la Buffon, dans ce cas-là largement aidé par l'homme devenu une force géologique, bien sûr, Ouais. dans vos catastrophes. Je suis assez sensible effectivement à cette distinction. Euh, le, de Buffon, par contre, je retiens quelque chose qui est très présent dans les visuels qui accompagnent le livre. Moi, ce que j'aime dans l'histoire naturelle de la Buffon, c'est quand il est capable de parler, par exemple, à propos des castors, des sociétés de castors qui se battent secrètement dans la forêt, qui se constituent en armée, tout ça. Et quand Frédéric Malenfer fait ses encres, il y ajoute cette fantaisie absolument pas scientifique qui appartient au récit naturaliste des mers vivants. Et moi, je lui ai demandé ses encres parce que justement, j'étais avec ces histoires de médiateurs, intercesseurs, végétal, animal, et me disant que comme ils sont quand même relativement discrets dans le texte, ils sont jamais en premier niveau, en premier plan. Je me disais, il faut donner au lecteur une forme de synthèse de l'existant dont il était question dans ce petit chapitre, dont il est question. Et donc il a constitué ces petites illustrations, des cabochons initialement. Oui, ça fait penser aussi à la technique des emblèmes dans la Renaissance, cet animal qui Il y avait plein de correspondances, cette idée de l'écusson et bon, voilà, on appelle ça le cabochon. C'est vraiment le petit, voilà, l'animal qu'on arrive à caser dans dans son caractère synthétique, mais en même temps qui ouvre des petites histoires, des narrations voilà. Par contre, pour ce qui est effectivement de cette opposition géologique, la catastrophe, il y en a, parce que en géologie, on parle pour les sols, on parle de discordance. Les discordances, c'est quand il y a un glissement géologique. Les archéologues ou géologues font face dans leur carottage à des rencontres entre des sols qui appartiennent à des millénaires ou des différents, qui se sont rencontrés du fait d'un glissement de sol. Donc ça, ce sont les cassures, ce sont tout ce qui est brutal. Et il y en a des relevés catastrophistes, d'anciennes catastrophes que l'on fait à la lecture des sols. Il y en a par exemple aujourd'hui qui sont provoqués par le gaz de schiste. Les exploitations de pétrole et de gaz de schiste créent des micro-tremblements de terre qui créent ce genre de discordance, d'affaissement. Là, ça appartient du coup au genre des subsidences extrêmement violentes, des affaissements de sol, des choses comme ça. Et le temps long, il est assuré dans la question des sédiments, par cette question de la subsidence, c'est-à-dire la façon dont un sol, sous l'effet de sa propre gravité, effectivement, se compacte, se tasse, devient une couche de plus en plus solide. Et cette subsidence, le propre des grands deltas fluviaux, c'est que cette subsidence est accélérée dans ces deltas. Elle est très forte, puisque les couches continentales qui supportent sont assez éloignées. Donc il y a la manganèse, le sable, les différents sols organiques qui se superposent, mais qui n'ont pas, voilà, qui vont chercher le rocher. Le rocher est beaucoup plus loin, il n'y a pas de substrat. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que c'est insensible et que pourtant ça fait augurer, pour les scientifiques qui étudient ça, qui étudient les zones côtières, ça fait augurer de catastrophes à venir. Et c'est là que le discours catastrophiste revient en disant Miami dans 100 ans n'existe plus. Voilà, Miami dans 100 ans n'existe plus parce que l'élévation du niveau de la mer, fonte des calottes glaciaires et effet de ciseaux, puisque nous avons ce sol de la Floride qui descend par subsidence de quelques millimètres par an, et le niveau de la mer de quelques millimètres par an. Et voilà. Donc on va retrouver des augures catastrophiques. Et moi, dans le récit, j'ai tenu à ce qui est de temps en temps ce type d'événements catastrophiques, il y en a, qui sont provoqués finalement par les... je dis beaucoup finalement, mais donc il n'y a pas de finalement, c'est l'obsession de la fin peut-être. Des catastrophes qui sont provoquées par de l'exploitation de ressources. Il y a un dôme de sel en Louisiane qui s'est
effondré, qui a siphonné un bayou. Et ça, c'est l'événement catastrophique qui fait que tout un village est obligé de déménager alors qu'ils étaient dans une sorte de bayou totalement idyllique, avec des noms de rues qui portent des plats de cuisine, le gombo, et toutes sortes de bons plats de Louisiane. Donc c'était le bon vivre, laisser les bons temps rouler, et tout d'un coup, du méthane en veux-tu, en voilà, et un bayou qui s'effondre avec des grands cyprès qui font 30 mètres de haut et qui sont absorbés dans ce trou géologique, puisqu'une caverne de sel, ça peut faire 300 mètres de profondeur quand elles sont exploitées pour stocker du gaz ou du pétrole, hein, notamment. Donc il y a toujours ce jeu entre le temps long géologique et ces phénomènes de discordance. Voilà. Quand on lit le texte, on reconnaît son caractère tsingien, disons. Enfin, il y a une forte communauté, en tout cas poétique, enfin de poétique, de narratologie avec Anna Tsing. Ce qu'elle a fait avec le champignon, donc avec ce problème de la symbiose des symbiotes, enfin des champignons et des racines, est-ce que vous l'avez fait avec le sédiment? Et du coup, en quoi le sédiment est à la fois une métaphore, un concept, un objet concret pour vous, ou est-ce que c'est une façon de créer une création de concept? Moi, ce que j'apprécie dans cette image des sédiments, c'est l'étagement qui fait qu'on ne peut pas tout mélanger. C'est-à-dire, je me méfie d'une pensée symbiotique par analogie et par extension mimétique. C'est-à-dire qui consisterait à dire, dans un grand vitalisme, que nous serions dans un flux de vie homogène. Ça, c'est typique de Tim Ingold, là, c'est la catastrophe de Tim Ingold, de David Abraham, de gens comme ça, qui considèrent qu'on est voilà, de façon très phénoménologique, dans une vie unie, donc qui vont travailler l'homogénéification de cet élan vital, en disant qu'on a oublié on a oublié de l'écouter. Voilà, la faute des modernes, c'est d'oublier, c'est d'avoir oublié cette symbiose du vivant, et c'est là le péché de ces modernes. C'est d'avoir privilégié la hiérarchie, le trait, contre la ligne vivante, et contre... Alors c'est à la fois vrai, et en même temps ça m'embête parce que je ne suis pas pour que l'on aplanisse comme ça les solutions de continuité. Le monde vivant, il est hiérarchique et hétérarchique, et les systèmes techniques aussi. On ne peut, donc chez Ingold, il y a une sorte d'aplatissement d'une force vitale, aussi bien dans sa pensée de l'artefact que dans sa pensée du vivant. Or, ça a vraiment pour défaut, justement, d'aplanir toutes les discontinuités qui font le vivant et la vie. De les laisser en arrière-plan, comme étant pas fondamentales, parce que ontologiquement, il faudrait privilégier ce flux, cette vitalité. Voilà, le flux dont l'artisan va se saisir pour tresser son panier, donc une sorte de flux de vie, toutes ces métaphores qu'il y a chez Ingold. Mais quand Anna Tsing décrit en fait ces paysages dévastés, ce sont vraiment les paysages justement où il y avait beaucoup de relations symbiotiques de l'Holocène qui ont été dévastées. Donc quand elle s'intéresse à une mine désaffectée au Danemark, une mine de charbon désaffectée dans laquelle il y a des daims rouges qui reviennent, il n'y a pas seulement des pins rouges, il y a aussi des daims rouges qui viennent, il y a certaines plantes. Elle commence à constituer un atlas qu'elle appelle un atlas féral. Eh bien, la féralité n'est pas forcément... le sens de la féralité chez Anna Tsing, il est assez particulier parce qu'il n'est pas forcément bénéfique. Ce n'est pas le retour du sauvage dans l'anthropocène. Ce n'est pas vraiment ça. Elle est toxique souvent, la féralité. Et ce qui se passe, c'est que cet atlas féral de toxicité, il se déploie justement dans l'altération de paysages de l'Holocène qui ont été altérés. Donc la symbiose, c'est ce qui est en danger
dans cette histoire-là. Quand on s'intéresse à la canne à sucre, en Louisiane, donc j'ai tout un chapitre sur la canne à sucre. Quand on s'intéresse à la canne à sucre, on voit que la canne à sucre fonctionne sur des systèmes de clonage à l'exclusion de toute relation interespèce avec d'autres végétaux. Donc c'est un clone qui ne supporte pas un compagnonnage interespèce. Donc cette canne à sucre, le problème de cette industrialisation de la canne à sucre, c'est qu'à partir du moment où des affections, des pathologies se présentent, des virus, ça va devenir totalement catastrophique. Ce que je décris dans beaucoup de chapitres, ce sont comment ces espèces dites invasives, ces petits microbes, la cochenille du roseau par exemple, tout ça, comment ils apparaissent, mais ce sont des points de féralité, c'est ça la classe férale d'Anat Singh, qui viennent fragiliser des territoires qui le sont déjà. La cochenille du roseau, elle fragilise la Louisiane parce que les roseaux tiennent en fait cet entre-deux de soupe primitive des marais avec de la terre et tout ça. Ça retient, ces roseaux permettent de retenir ces marais, de leur donner une consistance en fait, que ce ne soit pas juste de la soupe. Et la cochenille détruit ces roseaux et donc les marais se dissolvent encore plus qu'ils ne le faisaient. Voilà, donc on a ces contre-coups. Et ce que j'apprécie, pour terminer avec Anat Singh, ce que j'apprécie tout particulièrement avec ses collègues au Danemark, là, à Aarhus, ils ont développé tout un ensemble de projets de recherche. Et notamment, ils parlent fréquemment des fantômes et des monstres de l'Anthropocène. Ce sont les spectres de l'Holocène, ces papillons qui disparaissent, qui nous accueillent et qui sont, comme j'essaye de le faire aussi, qui sont en fait des guides pour décrire en fait le travail géologique qui est celui de la modernité. Voilà. Le legs géologique de la modernité affecte effectivement des relations symbiotiques, il affecte des sols et de façon systémique, il aplanit des solutions de continuité, des hétérarchies qui font toute la richesse en fait du vivant. Peut-être à cause de ce passage de la métaphore de ce champignon à la métaphore du sédiment, il y a quelque chose qui pour moi est beaucoup plus, je vais le dire très vulgairement, mélancolique. Parce que justement le sédiment, il y a quelque chose de funéraire dans le sédiment, de fossilisation de la vie, de non-vivant. Il y a le gisement, c'est ce qui gît après tout. Et il y a ce côté orphique d'ailleurs de faire revivre Eurydice. Et ce que Roger Caillois appelait la psychasthénie du vivant, c'est-à-dire ces insectes qui imitent des plantes et donc qui essaient de régresser vers des formes d'organisation moindres. Et puis vous parlez vous-même à un moment de cette sorte de mélancolie par anticipation, alors que bien sûr, un des discours, vous voyez, de tout cet écoféminisme américain, il y a un grand optimisme un peu surjoué parfois, de la survie possible, la résilience. Et donc voilà, je voudrais comprendre un peu où vous vous situez entre, entre le catastrophisme et l'optimisme. Alors sur le catastrophisme, en tout cas sur le courant pseudo-philosophique qui l'accompagne aujourd'hui, je suis assez... sur les positions, je pense, de Baptiste Lanaspez, là, sur la collapsologie. Bon, je pense que c'est un récit très fort, mais c'est un mauvais récit. Très fort parce qu'il va rejouer tout un ensemble de figures millénaristes qui peuvent très paradoxalement rassurer beaucoup de monde. Et par contre, je défends une mélancolie presque romantique. Alors, il y a un nouveau terme qui commence à être diffusé aujourd'hui pour décrire l'exil de l'intérieur, la solastalgie. Donc la nostalgie afférente au fait que l'on constate que son pays, son territoire, est en train de dépérir. La solastalgie.
Une chose qui est quand même assez peu soulevée dans les écrits sur cette nostalgie, c'est qu'elle implique une extraordinaire connaissance de ce territoire. Parce que pour en être nostalgique, il faut avoir vu disparaître telles les Bélules, c'est-à-dire ne pas avoir constaté que son retour était devenu de plus en plus précaire saison après saison et que sans doute elle ne reviendra pas l'été suivant. Donc il a fallu devenir... les solastalgiques, ce sont des éleveurs, des botanistes, ce sont des figures en fait sachantes, savantes sur le territoire. Et il y a une chose que si la mélancolie, je la revendique avec une certaine posture romantique, néanmoins je tiens à ce que ce romantisme soit recourbé, c'est-à-dire pas en direction des cieux et avec une projection subjective dans le paysage en disant ben voilà, je vais projeter ma sentimentalité sur ce paysage, mais en connaissance du sol. Donc recourbé, c'est vraiment en direction du sol. Et cette courbure, on ne peut l'acquérir que si l'on fait commerce avec les sciences de la Terre, avec tous ceux qui aujourd'hui, de façon extraordinairement prolifique, documentent non seulement les archives vivantes de la Terre, mais arrivent à concevoir des instrumentations qui nous permettent de nous rendre sensibles à ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire on ne peut pas devenir solastalgique si on n'est pas connaissant, si c'est pas en connaissance de cause du sol duquel on procède. Il y a une grosse différence du coup avec la nostalgie. Oui, oui. Mais du coup, la subsidence, ce n'est pas une collapsologie lente alors. C'est pas une collapsologie lente, non, certainement pas, non. C'est lent, effondrement insensible. Et effectivement, et je me méfie tout autant de la notion de résilience, qui est une notion qui est bien souvent une notion de, comment dire, technologique, technologique d'ingénierie, on va dire, d'ingénierie de l'occupation et de l'urbanisation, de l'occupation du sol, en fait. Ajouter, on continue à faire de l'occupation du sol, de l'urbanisation, de l'occupation du sol, mais on ajoute un delta de résilience qui va permettre la recouvrance des ressources, des ressources de ce sol, justement en cas d'aléas climatiques ou autres. Sauf que il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas les moyens de cette résilience. Donc qu'est-ce qu'on fait d'eux? Comment ils deviennent des réfugiés climatiques? Donc voilà, comment ce discours de la résilience s'est construit quand même comme toute une population où on retrouve la question coloniale, c'est une population indienne, africaine, noirs américains, ce sont d'eux dont on exige constamment qu'ils deviennent résilients, alors qu'ils n'ont pas les moyens de le devenir. Je reviens à la quatrième de couverture du livre qui promet une forme d'écriture originale. D'abord peut-être sur la gestion extrêmement savante que vous avez du récit bref. Pourquoi ces 31 récits très brefs, donc ces distances courtes qui font quasiment penser à des poèmes en prose baudelairien parfois. L'approche par fragments, je la concevais comme étant nécessaire parce que je ne voulais pas... Enfin, déjà, je ne me sentais pas la force d'arriver à articuler ces continuités de plans, justement, parce que je crois qu'elles sont très difficilement repliables les unes sur les autres. Donc, je n'avais pas envie non plus de faire que le Leporello devienne un aplatissement justement de plan de vie. À chaque fois, c'est un plan de vie et c'est un ensemble de relations que l'on arrive à saisir dans une prose. La brièveté, c'était une séduction pour le récit bref, pour la qualité de synthèse qu'on arrive à donner à l'histoire. Comment faire pour qu'en un paragraphe, finalement, une scène soit posée et que l'on
et que l'on arrive toujours, en l'espace de 3 ou 4 pages, sur une chute qui permettent finalement d'épouser le sens, le concept que j'avais envie d'approcher de chacun de ces fragments. Donc ça, c'était un travail de patiente sculpture de texte pour arriver là, avec beaucoup d'écrémage, beaucoup d'efforts aussi progressivement d'arriver à faire émerger le narrateur. À un moment donné, on commence à voir que touche successive par touche successive, il y a un récit d'apprentissage en fait de ce narrateur, et que finalement lui-même il est en train de vivre une histoire et qui n'est pas simplement un témoin objectif de situations qu'il dépeint. Et du coup, ce narrateur, est-ce que c'est un témoin, un guide, un médiateur, un scientifique? Alors il est témoin, ça c'est assez évident que c'est un témoin, et qu'on est dans l'ordre du témoignage. Le voyageur qui rapporte son devisement du monde, qui rapporte finalement ses leçons du monde. Il y a cette dimension-là qui est très ancienne dans l'historia du témoin, et je tenais à ce qu'il y ait cette figure-là qui de temps en temps se rappelle au lecteur d'ailleurs, il rappelle qu'il y a une présence de témoin et qu'il n'est pas simplement, on n'est pas en focalisation zéro, quoi. On n'est pas en neutralisation, on va dire, des plans d'énonciation, et de temps en temps il se rappelle. Ensuite il est extrêmement seul, mais ce qui ne l'empêche pas de nouer un certain nombre de dialogues et de faire venir à un moment donné une autre figure. Il y a des tutoiements qui sont aussi utilisés, et donc progressivement on comprend aussi qu'il n'est pas seul dans sa démarche d'enquête, et qu'il a une compagne, un compagnon, plusieurs éventuellement, et de temps en temps aussi un nous qui survient. Mais tout cela se fait progressivement, comme dans un récit d'éducation ou d'apprentissage. Je suis frappé par la différence qu'il y a entre ce narrateur-personnage qui parle à la première personne et le narrateur du nature writing qui reproduit toujours cette geste de l'homme seul avec la nature dans un passage en brousse qualifiant ou initiatique. Et donc je voudrais juste vous entendre sur la différence qu'il pourrait y avoir entre votre type de narrateur, qui est un narrateur d'attention par rapport à un narrateur d'action dans le genre de nature writing. Là, c'est un peu paradoxal parce que je n'ai pas du tout envie de me départir du fait que je sois un gros barbu hétérosexuel. Voilà, voilà, avec un petit peu un allant. Et puis, bon, ça m'a beaucoup servi d'ailleurs dans certaines zones hostiles de pouvoir être un petit peu, on va dire, masculin, voire viril. Mais effectivement, donc, il y a un grand thème d'étude sur ces figures viriles dans l'écriture, dans la nature writing, Rick Bass et d'autres. Une des raisons pour lesquelles je ne pouvais assumer ce positionnement du narrateur, c'était justement que le narrateur n'est jamais dans une configuration de retour à quelque chose comme à une expérience de confrontation, d'opposition à des résistances du territoire, des résistances du sol, donc qu'il devrait éprouver pour lui-même, finalement, accéder à sa propre vérité intérieure. Il n'est jamais dans cette situation-là parce que en fait, notre situation contemporaine, c'est pas celle-ci, tout simplement. Et on n'est pas dans cette configuration-là. Ou alors ceux qui le sont, c'est justement nos ennemis qu'il va falloir apprendre à qualifier. C'est-à-dire ceux qui croient à la frontière. L'esprit de la frontière, il est très présent dans le capitalisme extractiviste. Il consiste effectivement à repousser
des frontières, à croire qu'il y a un certain nombre de frontières que l'on peut repousser par la technique. Et cet esprit de la frontière, il a été constitutif aussi d'une conquête de l'Ouest, d'une certaine figure de l'explorateur qui repoussait les frontières, de la destinée manifeste qui accompagne le chemin de fer aux États-Unis et la réunification des rails qui tout d'un coup clôt le wild, la nature sauvage, et donc toute la question devient de savoir où on réintroduit le sauvage. Donc cette figure qui croit en la frontière et qui a été endossée par beaucoup d'explorateurs, narrateurs, c'est justement celle dont il faut se défaire pour rencontrer des choses plus labiles, plus dans les infrabasses, et qui nous connectent au sol. Moi, quand je retrouve la vitesse, quand la vitesse est réintroduite dans le récit, c'est lorsque l'on arrive, une fois qu'on a parcouru les différents... une fois qu'on a rencontré les différents intercesseurs, les spectres, les résidents, les sentinelles, et bien là, on arrive à un stade où on va essayer de faire à notre échelle un certain nombre de rituels de reconnexion. Voilà. Et alors, là, l'écriture devient plus embardée, mais c'est la vitesse en fait de la célébration, de l'élégie, d'une sorte de reprise, corporelle, presque chamanique, de ce qui peut nous faire appartenir à un sol. Ça aussi, c'est très sensible dans le texte, en effet, cette espèce de double vitesse, comme vous dites, entre ce qui est celle de la décantation, le dépôt lent des sols, et puis l'incantation, le caractère incantatoire. On sent très bien que le texte tend vers le chant. Même, comme vous le dites, sur les chutes des paragraphes, souvent les dernières clausules sont un peu plus enlevées, et puis bien sûr la fin, avec l'élégie de la fin. Et donc justement, sur ce problème du prose et poème, enfin, cette espèce de nécessité qu'on sent pas du tout chez Tsing, par exemple, du poète, enfin, cette espèce d'incantation nécessaire à la fin, qui serait en effet peut-être une incantation rituelle. Sur la généalogie en fait, du projet, il faut dire que j'ai commencé à écrire à partir du moment où j'ai écrit pour la scène. Donc j'ai d'abord fait un acte performatif, où là, il y a eu une transition de la conférence savante sur les territoires abordés à justement une dimension plus rituelle, chamanique, j'avais appelé ça la célébration des sédiments. Donc ça terminait par une sorte de rituel. Et j'ai eu envie de conserver cet aller-retour, en tout cas cette dualité. Mais toute la question était de savoir finalement comment j'arrivais à lier les deux et à faire progresser mon récit. Donc ça a été un lent, là oui, effectivement, ça a été une sédimentation pour trouver cela. Et trouver finalement les différents, arriver à ce que dans le récit, il y ait différents points d'amorce qui nous tirent vers cette fin qui soit plus élégiaque. Alors qui peuvent relever de la citation. De temps en temps, je passe par un certain nombre aussi de citations. Il y a d'autres guides qui sont, Walt Whitman par exemple. Comment ce poète décide de faire le chant de l'Amérique, d'un territoire nouveau, de même qu'il essaye de faire aussi en fait un bréviaire poétique de la politique nécessaire, des mots de la politique qui sont nécessaires pour dire ce qu'est l'Amérique à son époque. Et ça, je suis très sensible à ça, parce que c'est vraiment le travail qu'on doit poursuivre. Et les éléments de rituels qui sont donc à la fin du livre, de célébration, de rituels, ils sont directement raccordés à une logique de poésie d'action. Il y a un poète que j'aime beaucoup, par exemple, c'est Serge Pey, qui vient de mon territoire, de Toulouse. Serge Pey, il fait de la poésie d'action, extrêmement connecté. C'est un ami d'Allen Ginsberg, donc il y a All, le poème d'Allen Ginsberg, c'est aussi quelque chose
qui me travaille beaucoup. Oui, Si je reviens sur Sandrars, la Pâque à New York, c'est aussi cette fonction élégiaque à un moment donné, dire le nouveau monde et arriver à, voilà, à faire la célébration, le poème du nouveau monde. Et là, bon, une fois qu'on a traversé ces différentes couches sédimentaires, une fois qu'on a articulé ces différents temps, c'est posé pour moi la même question. C'est que s'il y avait une future constitution politique du sol à trouver, à définir, quelle serait finalement la célébration qui en ferait l'éloge. Voilà, on fait des éloges de nos icônes démocratiques et républicaines. Donc voilà, comment on pourrait faire l'éloge de ça? Donc, du coup, ce sont les rituels là, qui, à un moment donné, arrivent dans cette fin du texte. Et du coup, on a parfois l'impression, à partir de ce que vous disiez sur cette sagesse qu'il faut acquérir de ces choses disparaissantes ou disparues, enfin, cette espèce de savoir, on a souvent l'impression que l'écriture a quelque chose à voir avec un travail de deuil et que cette célébration est une célébration un peu funéraire. Enfin, il y a un côté orphique, je trouve, dans Eurydice perdue et retrouvé dans le chant. Là, très nettement, on le voit au Sainte-Marie de la Mer quand il y a les processions de manouches donc, qui vont avec leurs bannières, qui vont jusque se mouiller dans la mer. Et moi, j'ai été extrêmement frappé des Second Line à la Nouvelle-Orléans, les Second Line qui sont des célébrations funéraires. Et quand j'ai assisté à ça, et notamment j'ai assisté à des Second Line qui étaient des Second Line de protestation climatique, de protestation contre voilà, de lutte écologique. Vraiment, il y avait tous les grands acteurs des luttes écologiques qui étaient dans cette procession, mais c'était une procession avec les musiciens, avec ses bardes, avec voilà, ces chantres, ces danseurs capables finalement de transiter, de faire que cette procession devienne presque bachique. Donc un cortège, voilà, j'avais mes cortèges d'Orphée, quoi. Ils étaient là en fait, et il fallait juste les ressaisir dans mon propos, parce que c'est ce que font les gens au sédiment perdu, c'est ça qu'ils font. Ils célèbrent les gens qui vivent dans les deltas, les Harkis, les Grecs, des salins de Giraud, et les Biloxi Chitimacha Choctaw que vous avez en Louisiane sur l'île de Jean-Charles, les Noirs américains qui n'ont pas tous été nettoyés entre guillemets par l'ouragan Katrina, qui sont toujours là, qui sont pas à Houston, qui sont toujours à la Nouvelle-Orléans, mais qui veulent plus qu'on les appelle résilients. Et bien tout cela, eh bien, ils font des processions, ils font des rituels, ils ont un ensemble de traditions presque évanescentes, parce qu'ils sont en train de disparaître justement avec les sédiments. C'est eux qui disparaissent. C'est cette couche de culture, de cette puissance de célébration, et on a forcément besoin d'eux pour ça, pour dire quels seront les rituels des réfugiés climatiques du siècle à venir. Voilà, comment ils vont célébrer leur existence, célébrer la relation avec leur paysage altéré. C'est un petit peu l'enjeu de cette recouvrance des sols, de cette capacité d'arriver enfin à dire sa mélancolie, sa nostalgie du sol, mais c'est pas la nostalgie politique et sombre finalement de cet appel à la terre-mère. Voilà, non, c'est celle qui a été finalement nourrie de tout ce dialogue avec les différents intercesseurs, médiateurs non humains qui nous ont guidés dans le paysage. Et à un moment donné, il faut les reprendre comme dans le bestiaire d'Apollinaire, avec le cortège d'Orphée, voilà, qui est l'autre nom du bestiaire d'Apollinaire à la fin d'Alcool. Eh bien, il faut être capable de chanter ce qu'ils ont eux pu nous dire
des sols altérés dans lesquels nous parvenons à reprendre pied. On doit être aussi capable de comprendre ce qui se passe en termes de métaphysique presque des substances avec la pétrochimie, avec l'âge du carbone. Cet air que nous respirons et dont les particules s'introduisent jusque dans nos tissus, avec les azotes, les soufres, les particules fines, il appartient à notre existence commune. C'est ça les communs, justement. Donc même l'expression la plus effroyable d'une industrialisation qui mène un certain nombre de populations, le pourtour de l'étang de Berre en Essénie parle pour lui-même, du point de vue nosographique, du point de vue des pathologies cancéreuses que l'on y trouve. Donc ce sont des industries de mort, mais il faut être capable quand même de dire, voire de chanter, leurs gestes et comment elles appartiennent à cette géologie de la modernité et qu'est-ce qu'elles ont à nous dire de cette géologie de la modernité comme existence carbonée. Oui, c'est ce que vous dites à propos de l'image du livre, cette idée que voilà. Ce que Novalis appelait réenchanter le monde, mais il y a cet enchantement toxique de ces lieux que Benjamin appellerait auratisch, lumineux, qui ont une force, une violence. C'est beau, lumineux, oui. Lumineux, oui. Ouais. Et c'est vrai que savoir aussi dire ça, par en effet le chant, l'enchantement, c'est très beau dans le livre. Il y a un animal qui m'a semblé qui est un animal plus ou moins androgyne. Je pense que Freud faisait des expériences à Trieste sur les castrations des jeunes anguilles. C'est l'anguille et le narrateur. Est-ce qu'il n'y a pas ce lieu? Elle a les deux lieux, elle a la connaissance des sols. Oui, l'anguille est assez extraordinaire parce que Anguilla, donc l'anguille d'Europe, rencontre en mer des Sargasses Anguilla rostrata, qui est l'anguille d'Amérique. Mais les anguilles sont extraordinairement cosmiques. D'ailleurs, il y a un des plus beaux textes de la littérature, et pas simplement un des plus beaux textes de Cortázar, c'est La prose de l'Observatoire, qui met en relation la Voie lactée et le mystère de la migration des anguilles. Les anguilles sont les êtres mystérieux et les cosmiques, du fait même que leur cycle de reproduction va à l'envers des autres poissons migrateurs. Bon, elles connaissent évidemment tout des sédiments, puisqu'elles vont jusque dans les fosses les plus profondes, en procédant à partir de petites zones marécageuses avec tout un petit filet d'eau dans la boue. Elles traversent tous les territoires qui m'intéressent, tous ces marais, tous ces systèmes lagunaires. Elles sont capables de l'eau douce comme de l'eau salée, et donc elles sont à la confrontation, ce qui se produit dans ces deltas, la confrontation finalement des deux écosystèmes, le salin et l'eau douce. Donc s'il y avait un narrateur omniscient, ce serait l'anguille, mais le narrateur n'est pas capable de l'anguille. Il est le canard qui fouille la vase, voilà, les couches des sédiments, qui trouble un petit peu l'eau et puis qui essaye d'en tirer quelques vermisseaux, voilà, mais parce que l'anguille est réellement le narrateur cosmique, quoi. Donc effectivement, elle a aussi pour cet avantage considérable dans mon récit d'unir les deux continents, le delta du Mississippi et le delta du Rhône, puisque effectivement Anguilla rencontre Anguilla rostrata. On a des espèces comme ça migrantes qui passent pour invasives d'un côté, qui sont résidentes de l'autre. Parmi les nouveaux résidents, il y en a un certain nombre qui nous permettent en fait d'aller d'un territoire à l'autre, en tout cas qui permettent au narrateur des sauts. Là, cette fois-ci, pas des sauts dans le temps, mais des sauts géographiques, et de se transposer d'une époque d'un lieu à un autre. Et il y a pas mal d'intercesseurs qui nous permettent ça. Ce qui est le propre de toutes les métamorphoses chamaniques, en fait, d'arriver à trouver l'animal qui nous fait passer d'un monde à un autre. L'animal intercesseur qui va nous permettre de changer de lieu et de voyager.
Merci.